Cette vidéo constitue la deuxième partie du cours d'introduction à la physique du laser au programme de la filière PC. Donc dans la première vidéo, j'ai traité les deux premières parties, notamment la notion de milieu amplificateur dans la cavité laser. Et dans cette deuxième vidéo, je vais aborder la troisième partie qui traite du faisceau spatialement limité du laser. Et on va voir que le faisceau laser est un faisceau gaussien. Allons-y. Alors, l'idée du programme, c'est de dire, comme on peut l'observer en travaux pratiques, que le faisceau laser est un faisceau qui est très, très étroit transversalement à sa direction de propagation et qu'on peut difficilement adopter le modèle d'onde plane pour décrire le faisceau. Et bah, c'est l'occasion de découvrir un nouveau type de faisceau, le faisceau gaussien. Alors, bon là le cours est essentiellement descriptif. Et je vais vraiment essayer de faire la part des choses, qu'est-ce qu'on est censé savoir, qu'est-ce qu'on n'est pas censé savoir. On peut aussi se reporter à la fin du PDF où sont mentionnées les capacités exigibles au programme en relation avec cette partie. Donc, bon, clairement, euh, le champ électrique de l'onde du faisceau laser peut être décrit par un terme propagatif, comme ça, en écriture complexe. Hein, on a ici une propagation suivant un axe UZ en cartésien, dans le sens des z croissants. Et donc, comme on ne peut pas décrire le faisceau laser par une onde plane, il est clair qu'ici, on aura un terme d'amplitude qui doit dépendre de la position de là où on regarde. Bon, on va assez naturellement se placer en coordonnées cylindriques, puisque bah, typiquement un faisceau est symétrique de révolution par rapport à l'axe de propagation, donc c'est pertinent de se placer en coordonnées cylindriques. Bien, on admet que l'intensité ou l'éclairement du faisceau laser s'écrit ainsi. En coordonnées polaires, on a ici une répartition de l'éclairement dans un plan transverse à l'axe de propagation du faisceau, qui est une gaussienne. Bien, pour essayer de mieux visualiser tout ça, je vais vers le fichier manuscrit. Donc, j'ai dessiné ici une sorte voilà, de faisceau schématique, hein, d'accord, c'est très schématique. L'allure du faisceau en noir ici n'est pas à prendre au pied de la lettre, c'est juste un petit schéma. J'ai dessiné ici l'axe UZ du faisceau, et puis un point M ici dans le faisceau, et comme toujours en théorie des champs, le point M c'est le point où je regarde. Okay, il est repéré ce point M en coordonnées cylindriques par rapport à l'axe du faisceau. Donc dans un plan transverse à l'axe du faisceau UX, UY, on repère le point M par ses coordonnées polaires R et θ, et puis par la coordonnée Z suivant l'axe UZ, l'axe des coordonnées cylindriques. On reviendra un petit peu là-dessus, mais la position, enfin, l'origine de l'axe, enfin de la coordonnée Z n'est pas ici très importante. Et puis cet angle θ là n'interviendra plus dans la suite du chapitre. D'accord? Ce θ des coordonnées cylindriques n'apparaîtra plus tout simplement parce que, comme je l'ai dit, le faisceau est symétrique de révolution par rapport à l'axe Z, c'est-à-dire que son éclairement est invariant par rotation d'axe Z et d'angle θ. Donc l'angle θ qu'on va apparaître ici et qu'on verra apparaître dans les formules suivantes, ce sera l'angle de divergence du faisceau laser et plus du tout cet angle θ des coordonnées cylindriques. Ok, donc maintenant qu'on a bien visualisé sur un schéma ce que sont les coordonnées polaires et surtout les deux cylindriques, et les deux qui vont nous intéresser, c'est Z et petit r, discutons un petit peu de cette formule qui fait du laser un faisceau gaussien. Alors imaginons que l'on place ici un écran au niveau du plan UX-UY, donc un écran qui serait placé transversalement, orthogonalement si vous voulez, à l'axe UZ. Et bien dans ce plan, l'intensité dépend de petit r, donc dépend de la distance à l'axe du faisceau, suivant une fonction gaussienne. D'accord? Et ce petit w, ici au dénominateur de l'exponentielle, vous le savez peut-être si vous vous rappelez de la fonction gaussienne, ça représente, en ordre de grandeur, ça représente la largeur de la gaussienne.
Alors, faisons quelques petits dessins de courbes pour comprendre un petit peu cette formule. Donc je l'ai représenté ici, hein, grand I, l'intensité, vous voulez clairement hein, en fonction de petit r. Donc ça c'est vraiment sur un écran que j'ai placé comme ça orthogonalement au faisceau. J'ai normalisé ici par I0, hein, ce qui fait que le maximum d'intensité ici vaut 1, et puis R est un abscisse. Donc on a ici, quand on s'éloigne du centre de l'écran, on a une décroissance de l'intensité avec la distance. Ok. Et si on regarde cette formule, on voit que lorsque petit r vaut W, eh bien l'intensité vaut le maximum divisé par E carré. Hein, donc on peut vraiment nommer W, W qui veut dire width en anglais, hein, largeur. W c'est la largeur de la gaussienne, euh, alors pas à mi-hauteur, hein. Souvent vous savez qu'on définit des largeurs à mi-hauteur, mais là c'est une largeur à hauteur divisée par E carré. Hein, on prend le maximum de la courbe, on regarde au maximum divisé par E carré, et l'abscisse correspondant vous donne W. Ok. Alors, pour faire le lien un petit peu avec ce qui a été vu ou ce qui va être vu pour certains d'entre vous en TP, puisqu'on étudie ce faisceau-là en TP, vous savez qu'on est amené à placer comme ça une barrette CCD suivant typiquement l'axe UX sur le dessin. Là, je l'ai représenté ici, hein. En noir, on a ici la barrette CCD. J'ai représenté ici schématiquement encore hein, le faisceau laser par ce petit cercle bleu, et x0 ça représente euh, le centre du faisceau, d'accord, ça représente si vous voulez l'axe UZ, et voilà ce que l'on observe avec le logiciel Caliens et la barrette CCD. D'accord. Alors évidemment la barrette CCD on travaille en cartésien, donc si vous voulez pour faire le lien entre ces coordonnées cartésiennes et les coordonnées polaires qui ont été données plus haut, quand je pars du centre du faisceau et que je me déplace vers la droite, petit r croît, et on est à θ égale 0. Et de l'autre côté, ici, on est à θ égale pi, et quand je m'éloigne de x0, j'ai aussi r qui croît. Donc à chaque fois, quand je suis en x0 et que je m'éloigne vers la droite ou vers la gauche, j'ai ce profil gaussien que j'avais donné ici à gauche en coordonnées radiales. Ok. Et donc, la pleine largeur de la gaussienne au max divisé par E carré, eh bien c'est 2 fois le paramètre W. Ok, donc c'est ça qu'on avait typiquement observé en TP. Alors, pour l'instant, je n'ai parlé que de la dépendance de l'intensité avec la distance au centre du faisceau, avec la coordonnée radiale. Il s'avère que ce paramètre W, la largeur de la gaussienne, si vous voulez, ou la demi-largeur de la gaussienne, eh bien c'est un paramètre qui dépend de Z. Typiquement, pour rendre les choses concrètes, plus je m'éloigne du laser, si vous voulez, de la source du faisceau, et, euh, et on va voir plus cette largeur croît. Alors la formule, elle est ici, c'est quelque chose que l'on admet. Donc voilà, la croissance de la demi-largeur du faisceau en fonction de Z. On a deux paramètres introduits pour décrire cette évolution de la largeur du faisceau. W0 qui s'appelle le waste et LR qui s'appelle la longueur de relais. Alors on peut remarquer que W est croissant, que quand Z est très petit devant LR, hein, quand Z tend vers 0, la demi-largeur du faisceau tend vers W0 qu'on appelle le waist, qui veut dire ceinture en anglais. Il faut s'imaginer une silhouette d'un être humain. Bon, c'est plus caractéristique chez les femmes. Et au niveau de la ceinture, au niveau de la taille, eh bien, on a comment dire, la zone de section minimale du tronc, si vous voulez, du corps humain. C'est vraiment par analogie avec cette silhouette humaine. Alors pour essayer de rendre les choses un petit peu concrètes et faire le lien avec ce qu'on voit en TP, vous savez que quand on envoie le faisceau sur un écran, on voit un spot, d'accord, on voit une tache laser très, 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 de très petite dimension en général, hein, mais on voit une tache et on peut considérer à notre niveau que W, eh bien, c'est un petit peu le rayon de la tache qu'on voit à l'œil. Et 2W, ce serait le diamètre de la tache. Alors c'est pas tout à fait exact, et évidemment il faudrait tenir compte
de la sensibilité de l'œil humain pour, euh, pour relier, pour relier cette formule ici, mince, pour relier cette formule ici avec ce qu'on voit à l'œil, mais intuitivement, c'est pas idiot de faire le lien entre le rayon du spot qu'on voit à l'œil et ce paramètre W. Alors, il existe une relation entre la longueur de relais et la dimension du waist W0, et ainsi que la longueur d'onde, mais je ne vais pas trop insister sur cette relation. Bon, si un énoncé de concours vous la donne, ben vous l'utilisez, mais on va voir que plutôt que cette relation, on va trouver une relation issue de la diffraction, vous allez voir plus tard, et je préférerais utiliser cette relation issue de la diffraction conformément au programme, plutôt que cette expression de la longueur de relais associée à la dimension du waist. Un petit ordre de grandeur pour le laser hélium-néon, vous voyez que ce waist est de 0,3 mm. C'est vrai que je peux revenir à la fiche technique que j'avais présentée dans la première vidéo, et ce qu'on vient de voir ici permet de mieux comprendre ce qu'on appelle le diamètre du faisceau à 1 sur E carré. Voilà, quand j'avais évoqué ça dans la première vidéo, on ne savait pas trop ce que ça voulait dire. Maintenant, on a bien compris que c'est en rapport avec le profil gaussien. Et vous voyez que le diamètre vaut 0,6 mm, c'est-à-dire que W0 vaut 0,3 mm. Voilà. Alors, quelques questions pour essayer maintenant d'exploiter cette formule qui nous donne l'évolution du rayon du spot laser avec la distance petit z par rapport à la source. Tiens, je fais une petite parenthèse, comme je l'ai marqué ici, en fait, z égale 0 n'est pas forcément accessible en TP, et z égale 0 n'est pas forcément à prendre à la sortie du laser. Voilà. Bon, à notre niveau, c'est pas très important quand on a un laser devant les yeux de savoir où se situe z égale 0. D'ailleurs, en TP, je vous ai donné un moyen en nous fiant à ce qu'on va voir, à ce qu'on appelle l'asymptote conique. On peut s'amuser à retrouver z égale 0 en TP. Bon, mais je ne vais pas trop insister là-dessus dans ce chapitre. Alors, pour essayer d'exploiter ça, on va faire un petit raisonnement asymptotique. Et on a ici quelques questions à laquelle je réponds dans le fichier manuscrit. Alors, on commence par regarder à petite distance. Lorsque z est petit, alors qu'est-ce que ça veut dire être petit? Dans la formule, ça veut dire z très petit devant la longueur de relais. On voit que 1 l'emporte dans la racine, et puis on a ceci en cette formule. Et on voit que ça correspond à un rayon du spot qui est le même pour différents z, et ça correspond typiquement à un faisceau cylindrique, d'accord, un faisceau dont le rayon est le même pour tout z, pas en tout cas pour tout z très petit devant LR. Ok, on appelle donc cette asymptote, ce faisceau asymptotique à courte distance, on appelle ça un faisceau cylindrique. Lorsque z est très grand devant la longueur de relais, on voit que c'est ce terme-là qui l'emporte devant 1, et donc on a cette formule ici, d'accord? On voit que c'est une droite qui passe par 0, ok? Et donc si on essaie de dessiner le faisceau, on obtient ceci, d'accord? On obtient ici, donc à grande distance, j'ai tracé ça en très plein, l'asymptote conique, puisque vous voyez que puisque le faisceau est symétrique de révolution, quand on trace W de Z et que voilà, on fait tourner cette courbe, si vous voulez, autour de l'axe UZ, on obtient un cône. Alors comme cette asymptote n'est valable qu'à grande distance, c'est pour ça qu'à courte distance, j'ai dessiné des pointillés. Mais on voit bien le cône, et vous savez qu'un cône, on peut le caractériser par son demi-angle au sommet, que j'appelle ici θ. Donc attention, c'est pas le θ des coordonnées cylindriques, là c'est vraiment le θ du cône. Et je ne vais plus parler que de ce θ du cône par la suite. Bon, sur ce dessin, il est évident que tangente θ, ici, c'est égal à la pente de cette courbe, c'est-à-dire W0 sur LR. Ok? Alors, souvent, θ est très petit devant 1 radian, donc on peut assimiler tangente θ à θ. Donc on pourra garder cette formule, c'est une formule qui fait le lien entre ces trois paramètres du faisceau gaussien, ici dans sa zone conique,
la dimension du waist, la longueur de relais, et puis la divergence angulaire associée à l'asymptote conique. Ensuite, revenons au PDF. Là, ça c'était les deux premières questions. Montrer que l'intersection de ces deux faisceaux a lieu au niveau de la longueur de relais. Bon, ça c'est pas très difficile à faire. Bon, on écrit les deux asymptotes. On dit qu'elles se coupent en un point d'abscisse Z0. Bon, les deux asymptotes ont cette équation-là et ça nous donne Z0 égale LR. Donc on démontre bien ici que les deux asymptotes se coupent au niveau de la longueur de relais. Quelle est la taille du spot? Quel est le rayon du spot en, en Z égale LR? Et bien c'est racine de 2 fois la taille du spot minimal, le waist W0. Bon, si on s'en remet aux données constructeurs qui sont au début du poly, pour le laser hélium-néon qu'on a étudié jusqu'à présent, on a une divergence angulaire qui est donnée, qui correspond en fait à 2θ, parce que θ c'est le demi-angle au sommet, mais les données constructeurs donnent le plein angle, la dimension du waist qui est donnée, et on trouve une longueur de relais. J'ai fait ça peu ou prou à la main, donc c'est à peu près 40 cm. Ok, voilà. C'est un ordre de grandeur qu'on avait trouvé en TP. Ici, en fin de page 5, est représentée la fonction w de z, donc w en ordonnée, z en abscisse. En rouge, c'est la fonction w de z, et vous avez ici, en trait noir, son asymptote conique, avec θ, le demi-angle au sommet du cône, c'est la divergence du faisceau laser dans sa zone conique. Alors pour essayer de se représenter le faisceau, quand on se dessine comme ça W de Z, eh bien il suffit de faire tourner cette courbe autour de l'axe des abscisses en considérant voilà, cet axe des abscisses comme un axe de rotation. D'accord? Et vous voyez que ça vous dessine une surface et qui symbolise pour nous euh, le faisceau laser. Bon, c'est un petit peu ce que j'avais dessiné dans le fichier manuscrit. Hein. Alors, hop, voilà. Bon, c'est très approximatif, mais vous voyez que bah, là on a une zone, un faisceau plutôt cylindrique, et puis là j'ai essayé de commencer à dessiner le faisceau conique, et puis là on est dans la zone intermédiaire, voilà. Ok. Voilà, en haut de la page 6, j'ai dessiné les deux faisceaux asymptotiques, donc ici le faisceau cylindrique, ici en bleu ciel le faisceau conique, et puis ils se croisent ici au niveau de la longueur de relais. Paragraphe suivant, donc vous avez vu que dans la zone conique, on a réussi à faire un lien entre la longueur de relais, la divergence du faisceau, θ, et puis la dimension du waist, W0. On a besoin d'une deuxième relation pour finalement relier encore une fois ces trois paramètres. Et cette relation, on va l'obtenir qualitativement en ordre de grandeur grâce à la diffraction. Donc, je vais aller vers le fichier manuscrit. Alors, l'idée est la suivante. J'ai dessiné le faisceau laser, d'accord? Alors, là, on va voir qu'on sera amené, alors pour l'instant, j'en ai pas trop parlé, mais on le fera par la suite. En trait noir ici, c'est un faisceau laser, disons, ici c'est avant le waist et ici c'est après. Bon, on peut dire, si vous voulez, qu'à la sortie d'un laser, on est plutôt dans cette zone-là et qu'il n'y a pas vraiment d'avant. Mais on verra qu'on sera amené à faire se focaliser un faisceau laser avec une lentille et on obtiendra à la sortie de la lentille un faisceau laser comme ceci, donc avec une partie avant le waist et puis une partie après. Donc ici, si vous voulez, on aura une zone, une asymptote conique, ici une asymptote cylindrique et puis ici à nouveau une asymptote conique. Bon, donc j'anticipe un petit peu sur la suite, mais c'est intéressant. Pourquoi? Parce que quand on dessine cette nappe laser là comme ça, de cette manière-là, on peut vraiment voir ici le waist comme si vous voulez, alors c'est pas le cas, hein, mais comme si on avait fait passer le faisceau
le faisceau laser dans un petit trou de taille 2 fois le waist, puisque le waist c'est le rayon. Ok? Donc c'est moi qui ai rajouté hein, ces petits, ce petit dessin en bleu ici. Euh, il y a absolument rien, mais on peut faire comme si le faisceau laser avait dû passer par un trou au niveau de son waist. Et là, on peut invoquer euh, la formule de la diffraction qui fait le lien entre justement la divergence angulaire du faisceau qui sort du trou, et vous savez que cette formule de la diffraction, c'est ceci. D'accord? L'angle en radian, bah, c'est lambda divisé par la taille du trou. Bon, c'est une formule en ordre de grandeur, mais vous voyez que ça nous permet de faire le lien entre la divergence angulaire du faisceau, sa longueur d'onde et la dimension du waist. Bon, il s'avère que la formule exacte, euh, mince, je ne l'ai pas marqué, c'est pas un 2, mais c'est un pi. D'accord? Donc ça, il faudra voir un petit peu ce que vous propose un sujet de concours à ce propos. Euh, Soit le sujet de concours vous demande de bosser par ordre de grandeur en faisant appel à la diffraction, et à ce moment-là, c'est peut-être plutôt cette formule qu'il faudra sortir. Soit le sujet vous donnera la formule en lambda sur pi w0 et éventuellement vous demandera euh, de faire le lien comme ça qualitativement avec des mots avec la diffraction. Ok. Donc là on admet, hein, j'ai dit vraiment, on fait comme si le faisceau laser avait dû passer au niveau de son waist, avait dû passer par un trou. J'ai bien dit on fait comme si. D'accord? On admet que finalement, en pensant à la diffraction, ça nous permet de faire le lien entre la divergence angulaire et la taille du waist. C'est pas un raisonnement, on admet que ça marche. Euh, Revenons au PDF. Alors, faire une application numérique dans le cas du laser hélium-néon, et ensuite, quelle serait la taille du spot avec un laser hélium-néon hein, si l'on visait la Lune avec le laser depuis la Terre, sachant que la Lune se trouve à 380 000 km de la Terre. Alors, voyons voir. Pour le laser hélium-néon, on sait que la longueur d'onde c'est 633 nanomètres, et on a vu que W0 c'était 0,3 mm. Donc ça nous donne ici à peu près 1 milliradian. C'est effectivement ce qui était donné par le constructeur. Le constructeur il donnait 0,7 milliradian pour le demi-angle de divergence du faisceau. Ok, donc l'ordre de grandeur est bien bon, surtout que là en plus j'ai pris 2 et j'ai pas pris pi. Si je prends pi, euh, ça revient à multiplier par 2 tiers, et vous voyez, on trouve bien 0,7 milliradian. Ok. Concernant la taille du spot laser hélium-néon sur la Lune, si on tire cela depuis la Terre, bon, tout simplement le rayon du spot, ce sera θ fois la distance Terre-Lune, c'est à peu près 4 10 puissance 8 mètres, fois 1 milliradian, ça nous donne un rayon du spot de l'ordre de 400 km. Ok. Alors ça c'est un exemple que je vais prendre enfin, à plusieurs reprises, en tout cas je reparlerai de cet exemple de tir à laser vers la Lune, puisque vous savez sûrement que c'est comme ça qu'on mesure précisément la distance Terre-Lune actuellement. En tout cas si je ne me trompe pas, je crois que c'est comme ça. Euh, bon, c'est tout simplement un effet d'écho, c'est-à-dire vous tirez une impulsion laser en direction de la Lune. Sur la Lune, on a des réflecteurs qui ont été installés lors des vols habités vers la Lune, et ces réflecteurs voilà, réfléchissent la lumière vers la Terre. Et si vous mesurez le décalage temporel entre l'impulsion émise et l'impulsion reçue, et bien évidemment, connaissant la vitesse de la lumière dans le vide, et bien vous pouvez remonter à la distance Terre-Lune. Mais vous voyez que si vous prenez un laser comme ça sans trop de précaution, eh bien vous avez un spot de 400 km. On se doute bien que la puissance surfacique de la lumière au niveau de la Lune serait dans ce cas-là insuffisante pour, pour détecter l'écho, pour détecter l'impulsion réfléchie. Un petit mot concernant les différentes relations entre les paramètres qui décrivent le faisceau laser. Cette relation entre la divergence angulaire et le waist, qu'on a obtenu ici avec la diffraction, elle remplace, si vous voulez, cette formule que je vous ai donnée, mais en disant qu'il ne fallait pas forcément essayer de s'en souvenir. Enfin, de toute façon, toutes ces formules vous seront redonnées
au concours, hein. Faut pas connaître ces formules par cœur, il faut savoir les manipuler. Voilà, et en gros, un sujet, soit il peut vous donner cette formule, ce qui revient avec un petit calcul, ce qui revient à donner ça, ou inversement. Donc soit un sujet vous donnera plutôt ce lien entre divergence angulaire et waste, soit il vous donnera plutôt ce lien entre longueur de relais et waste. Alors je fais euh, un petit bilan des différents paramètres que j'ai introduits ici pour décrire le faisceau laser. Je les avais, euh, je les avais regroupés ici euh, au tout début de la partie 3. Donc ce sont la longueur d'onde, la dimension du waste W0, la divergence angulaire dans la partie conique et la longueur de relais. Bon, en général, la longueur d'onde est connue et on a trois paramètres ici qui décrivent la géométrie du faisceau laser. Bon, il faut savoir que on s'est donné, euh, on s'est donné euh, une fois qu'on a cette formule-là, on a pu se donner deux relations qui reliaient ces trois paramètres. Ainsi, si jamais on se donne un seul paramètre, par exemple si on me donne le waste d'un faisceau laser, eh bien je peux en déduire sa divergence angulaire et sa longueur de relais. Donc ça c'est intéressant d'avoir ça en tête. On peut ne se donner uniquement un seul paramètre et retrouver les deux autres. Alors via quelle formule? Eh bien des formules simples, celle euh, donnant euh, la relation entre la divergence angulaire, le waste et la longueur de relais. Ça, c'était une formule évidente euh, qu'on trouve dans le cas de l'asymptote conique. Et puis, une relation donnée par la diffraction qui relie la divergence angulaire et le waste. D'accord? Et ça, j'avais dit que soit on se donnait cette relation, soit on se donnait cette relation entre LR et W0. Ça dépendra un petit peu du sujet. Alors le programme termine avec cette idée de transformation d'un faisceau gaussien à l'aide d'une lentille convergente. Et le but, dans un premier temps, ça va être de transformer un faisceau cylindrique, donc c'est un faisceau laser pris dans sa zone asymptotique cylindrique, proche de son waste, en faisceau conique. Donc voilà, pris dans, dans son asymptote loin du waste. Et on va faire l'opération inverse ensuite. Ok. Donc euh, j'ai synthétisé ça dans le fichier manuscrit. On va transformer donc un faisceau laser de cylindrique à conique. On va se placer dans sa zone pour le faisceau de départ, dans sa zone cylindrique, et on va pouvoir transformer cela en un faisceau laser euh, qui va ressortir dans sa configuration conique dans un premier temps. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se donner une focale de lentille très petite devant la longueur de relais du faisceau incident. Et on va voir d'ailleurs qu'on va chercher à prendre la focale la plus petite possible, parce qu'au cours de cette transformation, d'un faisceau cylindrique en faisceau conique, on va voir qu'on va réussir à former un faisceau émergent qui aura un waste beaucoup plus petit que le faisceau incident. Bon, avec un prix à payer, si on pense diffraction, c'est évident, avec une divergence angulaire beaucoup plus grande. Et ça, une application particulière, ça peut être par exemple la lecture de DVD ou d'accord, la lecture de CD, de DVD, hein, la lecture avec c'est des disques qu'on appelait des disques laser quand c'est sorti. La lecture se fait avec un laser et clairement, il est souhaitable pour pouvoir lire des informations codées sur des bits et des gravures les plus petites possibles, d'avoir une section du faisceau laser la plus petite possible. Et donc, comment réaliser un faisceau laser avec une section la plus petite possible? Eh bien, justement, grâce à la transformation qu'on va étudier. Alors, quelques éléments de méthode qui sont admis au programme, et ça, ça fait partie un petit peu des compétences à savoir invoquer euh, au moment des concours. Alors, voilà la méthode. Donc,
Le faisceau émergent de la lentille est supposé toujours gaussien, c'est-à-dire que les relations qu'on a décrites entre les paramètres des faisceaux laser, bah, elles sont toujours valables pour le faisceau émergent. Euh, L'asymptote conique du faisceau émergent euh, se construit à partir du faisceau cylindrique incident grâce aux lois de l'optique géométrique. Donc ça, c'est vraiment le pivot un petit peu de la construction géométrique qu'on va faire. Une fois qu'on aura fait cette construction géométrique, il sera très facile d'en déduire le waste du faisceau émergent, sa position et sa dimension, ainsi que son ouverture angulaire, c'est-à-dire son angle θ. Euh, voilà, ok. Bon bah allons-y, faisons ça. On va commencer par dessiner les faisceaux asymptotiques, ensuite donner l'allure des faisceaux gaussiens. Une fois qu'on a leurs asymptotes, c'est assez facile. Et ensuite déterminer les paramètres du faisceau émergent, c'est-à-dire la position de son waste, la dimension de son waste, sa divergence angulaire et sa longueur de relais. Allons-y. Donc, j'ai préalablement dessiné ici le faisceau incident, donc pris dans sa partie cylindrique, hein, et puis on appelle W0 le waste du faisceau incident. On a ici la lentille convergente, et euh, comme stipulé dans la méthode, on va construire l'asymptote conique du faisceau émergent en suivant les lois de l'optique géométrique par rapport au faisceau incident. Alors, allons-y. Hop. OK. Donc, bon là c'est simple, hein, on a deux rayons parallèles si vous voulez, qui dessinent le faisceau incident cylindrique. J'en déduis mince, les asymptotes coniques par l'asymptote conique du faisceau émergent. Donc je le trace des deux côtés. Ensuite, je vais tracer le faisceau gaussien, parce que pour l'instant j'ai uniquement les asymptotes. Alors ici, pour le faisceau incident, c'est facile, hein. On est au niveau de l'asymptote, d'accord? Donc le faisceau gaussien est confondu avec son asymptote. Ici, à la sortie de la lentille, je vais admettre, on va le démontrer par la suite, hein, que le faisceau gaussien est bien confondu avec son asymptote. On est bien dans sa zone asymptote conique. Évidemment, proche du waste, bah là, le faisceau gaussien va s'écarter des asymptotes. Et puis, quand on s'éloignera du waste, eh bien, le faisceau gaussien rejoindra l'asymptote conique divergente. Donc, euh, allons-y, je vais essayer de tracer ça comme ça. Mince, je ne veux pas le faire en pointillé, mais en trait plein. Voilà. Ah, mais je ne veux pas non plus de trait droit. Voilà. Ok, hein, donc encore une fois, j'admets qu'à la sortie de la lentille, le faisceau émergent est bien confondu avec son asymptote conique. Au niveau du waste, évidemment, on s'éloigne de l'asymptote conique. Et puis ici, on a plutôt une zone cylindrique, ok. Et puis là, on rejoint l'asymptote conique enfin, quand on s'éloigne encore du waste. Je fais pareil de l'autre côté. Ok, voilà un petit peu ce qu'on attend de vous au concours, ce genre de construction. Euh, la position du waste est toute trouvée, d'accord? C'est ici, hein, le waste est là, d'accord? C'est la position du waste. Il se trouve sur le foyer image de la lentille. Euh,
on a ici, je vais le tracer comme ceci, la dimension du waste. Et si on regarde bien, alors je vais noter avec un prime tout ce qui concerne le faisceau émergent. Ici, on a l'angle du cône, de l'asymptote conique. Alors c'est la même pour le cône convergent et pour le cône divergent. Et je crois que c'est tout. Alors voyons un petit peu la position du waste, on l'a trouvé. C'est le foyer image. Euh, Ensuite, pour avoir θ', bah, c'est assez facile si on regarde dans ce triangle-là, d'accord? Ici, c'est W0, ici, c'est la focale de la lentille f1', et donc on a tangente θ' qui vaut W0 sur f1'. Bon, en général, encore une fois, θ' est suffisamment petit pour assimiler la tangente à l'angle, et donc j'ai écrit cette formule ici en verte pour bien montrer qu'elle provient du dessin, de la construction géométrique. Ici, j'invoque une formule en bleu parce que c'est une formule, on va dire, constitutive du faisceau laser. C'est la relation issue de la diffraction, si vous voulez, entre la dimension du waste et la divergence angulaire du faisceau. Donc ça, c'est pour le faisceau émergent puisqu'on a des primes. Et donc ça me permet ici d'établir la relation entre la dimension du waste du faisceau émergent et la dimension du waste du faisceau incident. Que remarque-t-on? Eh bien, plus la distance focale, plus la focale de la lentille est petite, plus la lentille est convergente, plus j'aurai un waste émergent de petite dimension. On peut remarquer aussi que plus le waste du faisceau incident est grand, plus le waste du faisceau émergent sera petit. On peut regarder aussi pour la divergence angulaire θ', quel est son lien avec la divergence angulaire du faisceau incident. Donc on a ici la relation entre le waste et la divergence angulaire pour le faisceau incident. Alors ici, je vous rappelle que comme on est dans la partie asymptote cylindrique, je n'ai pas représenté la divergence angulaire du faisceau incident, mais elle existe. Et quand je réinjecte dans cette formule, ça me donne le lien entre θ' et θ. De la même façon, plus la focale est courte, plus la lentille est convergente, plus la divergence angulaire du faisceau émergent sera importante, et plus le faisceau incident est peu divergent, et plus le faisceau émergent le sera. Donc on a vraiment ici une variation inverse entre les paramètres du faisceau incident et du faisceau émergent, et puis on a évidemment des variations inverses entre la divergence angulaire et la dimension du waste pour le faisceau émergent. C'est ce que j'ai résumé dans la conclusion ici, notamment sur le rôle de la focale de la lentille. Et je vous rappelle que c'est un petit peu ce qu'on voulait faire. On essaie de prendre une focale la plus petite possible pour avoir un waste, une dimension du waste émergent la plus petite possible, même si le prix à payer, c'est d'avoir une divergence angulaire grande à la sortie, pour le faisceau émergent. Alors, dans la construction, je vous avais dit, on suppose, excusez-moi, on suppose ici que le faisceau émergent est confondu avec son asymptote conique à la sortie de la lentille. On va essayer de vérifier cela numériquement. Alors, quelle est la condition? Il suffit, si vous voulez, que la focale de la lentille soit grande devant la longueur de relais du faisceau émergent. Vous vous rappelez, le faisceau, la longueur de relais, c'est à peu près là où se croise l'asymptote cylindrique avec l'asymptote conique, donc c'est à peu près une distance grande comme ça sur mon dessin, ok. Et il est évident que si cette longueur de relais est très petite devant f1', je pourrais effectivement considérer que le faisceau émergent est bien conique à la sortie de la lentille. Donc essayons de comparer LR', la longueur de relais du faisceau émergent, avec la focale de la lentille. Allons-y. Alors, donc, je connais le waste et la divergence angulaire du faisceau émergent, et je sais que j'ai une formule pour en déduire la longueur de relais. C'est ce que j'utilise ici, c'est une des relations entre guillemets constitutives du faisceau gaussien, ici avec des primes, donc pour le faisceau émergent.
Or, bah justement, j'ai exprimé W0' et θ' ici en fonction des paramètres du faisceau incident. Donc j'en fais le rapport et ça me donne ceci. F1' carré, θ sur W0. Les lambda sur pi se simplifient, les F1' se retrouvent tous les deux au numérateur, et j'ai ça. Et ici, je vois évidemment les paramètres du faisceau incident, et j'utilise une relation constitutive, ici, pardon, du faisceau incident, bon, la même que j'avais utilisée ici pour le faisceau émergent, hein, d'accord, là c'est pour le faisceau incident, et donc je trouve que la longueur de relais du faisceau émergent divisé par la focale, c'est égal à l'inverse de la même chose mais pour le faisceau incident, la longueur de relais divisé par la focale. Or, rappelez-vous, on avait dit que pour justement placer ici la lentille dans la partie cylindrique du faisceau incident, on s'était dit, puis en plus on voulait un F1' très petit, on avait dit qu'on se plaçait dans la situation où F1', la focale était très petite devant la longueur de relais du faisceau incident. Donc ici, cette chose-là est très grande devant 1, donc forcément ceci est très petit devant 1, et on tombe bien sur le fait que la longueur de relais du faisceau émergent est très petite devant la focale. C'est exactement ce qu'on voulait démontrer pour s'assurer de ce qu'on avait admis jusqu'à présent, c'est-à-dire que le faisceau émergent ici est bien conique à la sortie de la lentille. Bien, j'avais dit qu'on cherchait à avoir un waste du faisceau émergent le plus petit possible, donc ça voudrait dire prendre une focale la plus petite possible. Il s'avère qu'on ne peut pas faire bien mieux que cela, d'accord? On ne peut pas prendre une focale trop petite non plus, sinon les conditions de Gauss ne sont pas vérifiées, avoir un système stigmatique. Quand on prend f' trop petit, ça va être difficile. Euh, donc au mieux, on peut à peu près faire ceci, une focale à peu près de la taille du waste du faisceau incident. Et d'après les formules qu'on a établies, ça nous donne un waste du faisceau émergent qui est de l'ordre de la longueur d'onde. Vous voyez, c'est quand même remarquable. On peut vraiment descendre voilà, en dessous du micron. Après, évidemment, le prix à payer, c'est que ça nous donne une divergence angulaire de l'ordre de 45 degrés. C'est pour ça que dans les formules précédentes, il ne faut pas écrire θ', mais bien tangente θ'. On garde la tangente, puisqu'ici, θ' ne sera pas très petit devant un radian. Ok. Et on trouve une longueur de relais du faisceau émergent qui est aussi très petite, de l'ordre de la longueur d'onde. Bien, j'ai synthétisé un petit peu ce qu'on vient de faire dans cet encadré, ici, d'accord. Et ce qu'on va faire à présent, c'est faire l'opération inverse. C'est-à-dire, on va se poser la question de savoir comment est-ce qu'on peut transformer un faisceau laser depuis sa zone conique en un faisceau laser dans sa zone cylindrique. D'accord? Alors l'idée est assez simple, c'est que, je vais revenir au fichier manuscrit, euh, en supposant, encore une fois, que les asymptotes suivent les lois de l'optique géométrique, hein, on avait dit qu'ici on avait un faisceau cylindrique et puis on trouvait l'asymptote conique du faisceau émergent grâce aux lois de l'optique géométrique. Imaginons que, encore une fois, ces asymptotes suivent bien systématiquement les lois de l'optique géométrique. On peut penser au retour inverse, c'est-à-dire si je mets un faisceau laser incident, donc là j'inverse le sens de parcours de la lumière. Si j'ai un faisceau incident comme ça, laser, dont je place le waste sur le foyer d'une lentille, et que je m'arrange pour que la focale de la lentille soit grande devant ma longueur de relais, c'est-à-dire que le faisceau laser il est dans sa partie conique quand il touche la lentille, eh bien j'aurai un faisceau laser gaussien qui ressortira dans sa zone cylindrique. D'accord? Donc ça c'est juste en supposant que, en pensant avec les asymptotes, le principe de retour inverse est toujours vérifié. Euh, voilà, donc c'est ce qu'on va faire. Et on va même faire cela à la suite du premier montage, c'est-à-dire qu'on va avoir, euh, deux lentilles. Je vous montre ça ici sur le fichier PDF.
Donc ça, c'est ce qu'on vient de faire, d'accord? On a un faisceau cylindrique qui ressort ici conique, puis là sa partie cylindrique, puis encore là sa partie conique émergente, ok? Et on va mettre le waste de ce faisceau qui émerge de la lentille L1, on va le mettre sur le foyer objet d'une lentille numéro 2 euh, et de focale suffisamment grande pour que ce faisceau-là arrive conique sur la lentille numéro 2 et on va voir, enfin on admet qu'il ressort cylindrique. Donc on va étudier comme ça un doublet afocal, hein, puisqu'on a dit que quand on était ici, le faisceau émergent avait son waste sur le foyer principal image f1' de la lentille 1 et on a dit que ici on allait s'arranger pour mettre f2', enfin f2 pardon, le foyer objet de la lentille numéro 2 au même endroit. Donc on forme clairement un doublet de lentilles convergentes afocales. Et bien on va voir que ce doublet réalise ce qu'on appelle un élargisseur de faisceau, c'est-à-dire que, comme on le voit sur le dessin ici, hein, que le waste du faisceau émergent du doublet sera plus large que le waste du faisceau incident sur le doublet. Et une conséquence intéressante, c'est que la divergence angulaire du faisceau émergent du doublet afocal sera très faible. Ok. Euh, donc, si je veux un petit peu synthétiser en évoquant les paramètres des trois faisceaux gaussiens, hein, celui qui est incident sur L1, celui qui est émergent de L1 et incident sur L2, et celui qui est émergent de L2. J'ai les paramètres sans prime, c'est incident sur L1, avec prime, c'est incident sur L2, et avec les secondes, c'est sortant de L2. Alors, les formules qu'on a vues jusqu'à présent, si vous regardez bien, je ne l'avais pas mentionné encore jusqu'à présent, mais elles sont symétriques entre le faisceau émergent et le faisceau incident. Vous voyez que je peux passer W0 de l'autre côté, W0' là, et on obtient exactement la même formule. D'accord? Pareil pour θ' et θ, et c'est vrai aussi pour la longueur de relais. Vous voyez que si je mets ce terme-là là-bas et ce terme ici là-bas en bas, on obtient exactement la même formule. Donc on a comme ça une sorte de symétrie dans cette transformation des paramètres du faisceau incident en le paramètre du faisceau émergent. Donc j'ai synthétisé l'opération ici sur ce dessin. Et donc j'ai bien marqué ici le foyer principal image de L1, le foyer principal objet de L2, on a bien doublé à focal. Et donc il y a cette idée que les formules qui nous permettaient de relier les paramètres du faisceau cylindrique incident au faisceau conique émergent à travers L1, eh bien ça va être exactement les mêmes formules qui relient le faisceau cylindrique émergent de L2 au faisceau conique incident sur L2. Donc on a les formules ici avec les secondes et les primes, hein, ce sont exactement les mêmes qu'on avait avant avec les primes et puis les sans rien, d'accord? Et puis comme tout à l'heure on avait la relation entre justement les, les grandeurs primes et les grandeurs sans rien, ceci, je peux ainsi exprimer les grandeurs du faisceau cylindrique émergent du doublet en fonction des grandeurs du faisceau cylindrique du faisceau incident sur le doublet. Et on trouve ceci. Par un calcul simple, on trouve ça. Et on voit qu'à chaque fois dans ces relations, on a le terme f2' sur f1' du doublet afocal qui intervient. Et je vous rappelle que naturellement, on cherchait à avoir f1' très petit, notamment devant la longueur de relais du faisceau incident. Et puis là, on cherche naturellement à avoir f2' très petit devant la longueur de relais du faisceau incident sur L2. Donc, assez naturellement, on aura f2' sur f1' qui sera plus grand que 1, voire on pourra essayer de le rendre le plus grand possible. Dans ce cas-là, on voit bien qu'on arrive à réaliser un waste émergent plus grand que le waste incident sur le doublet. Le prix à payer, mais qui est un prix intéressant, hein, c'est justement d'avoir une divergence angulaire émergente beaucoup plus petite que la divergence angulaire du faisceau incident. Et puis, dans les longueurs de relais, on a comme ça un carré qui apparaît.
Donc, si on prend, je reviens au PDF euh, ici, c'est ce que j'ai terminé avec ça là-bas en bas, dans ce nota bene. Il y a un cas qu'on peut prendre justement avec le laser Terre-Lune. Euh, le rapport des distances focales est un peu supérieur à 100. Le waste, ou plutôt le diamètre du faisceau incident sur le doublet, fait 12 mm, avec une divergence angulaire qui n'est pas très loin de celle du laser hélium-néon, hein, c'est-à-dire 0,2 milliradians. Eh bien on trouve que la taille du spot au niveau de la Lune est de l'ordre du kilomètre. Alors tout à l'heure, alors certes c'était pas avec le même laser, hein, mais on avait trouvé plutôt de la centaine de kilomètres. Et donc on voit évidemment avec ce facteur 100 ici, on a maintenant un spot qui est de l'ordre du kilomètre et plus de la centaine de kilomètres. Et évidemment, donc on a trouvé, enfin, ça permet de réduire le rayon du spot au niveau de la Lune d'un facteur 125. Et vous imaginez bien que pour ce qui est de la puissance surfacique, eh bien, ça va l'augmenter de 125 au carré, c'est un peu plus de 15 000 fois. D'accord? Donc c'est évidemment très significatif. Et là, ça peut permettre justement que l'écho de l'impulsion laser émise et qui s'est réfléchie sur la Lune soit détectable depuis la Terre. Voilà, ça termine ce cours sur le laser. Cette partie faisceau gaussien, il faut vraiment savoir interpréter les formules qui sont données par l'énoncé, et puis, comme je l'ai fait, construire une asymptote conique à travers une lentille à partir d'une asymptote cylindrique, et inversement. Et être capable de traiter le cas de doublet focal comme je l'ai fait. Et puis après, voilà, manipuler un petit peu les formules qu'on vous donne ou éventuellement une formule que vous retrouvez grâce à la diffraction.